pourquoi ce webinaire, pourquoi parler de santé quand on parle de renouvellement urbain. En fait, voilà, sûrement ce sont des choses que vous savez, mais voilà, il y a des grands constats qu'on connaît et qui sont bien de plus en plus documentés sur les aspects d'inégalité de santé qui sont d'autant plus marqués auprès des habitants des quartiers prioritaires de politique de la ville, qui ne s'expliquent pas seulement par les comportements individuels des habitants ou encore l'aspect accès aux soins, mais il y a bien d'autres facteurs comme le cadre de vie, nos lieux de vie, qui ont une influence sur notre état de santé et celle des habitants des quartiers. Donc ça, je laisserai Chloé, Stéphane revenir sur cet élément-là. Autre point qui est important à prendre en compte, et qu'il ne faut pas oublier, c'est que les habitants des quartiers ont un attachement et des attentes fortes quand même en termes d'amélioration de leur espace de vie, de leur lieu de vie. À l'image de ce que ressort le baromètre ANRU, le dernier baromètre qui est sorti, où on voit que plus de 70% des habitants des quartiers accordent de l'importance au développement des espaces verts et à la démolition des logements dégradés. Donc derrière, il y a aussi cette idée de perception, de vécu des habitants quand on travaille sur le cadre de vie. Donc voilà, le cadre de vie a un impact sur notre état de santé, influence notre santé, et on sait que le renouvellement urbain peut constituer un levier pour prévenir, réduire les inégalités de santé qu'on peut observer, et que là-dedans, au-delà on va le voir avec l'ANRU, au-delà des programmes ANRU, les collectivités peuvent s'en saisir pour aller un peu plus loin, éventuellement pour travailler de manière plus importante, et en tout cas de renforcer les effets de santé pour les habitants des quartiers. Donc, c'est dans ce contexte-là et aussi dans le contexte de 2 projets qu'on mène en Normandie, un projet qui s'appelle les rendez-vous de la santé en quartier prioritaire, qui est co-animé avec Promotion Santé Normandie et piloté par l'ARS, où on mène depuis 2019 des sensibilisations, favoriser l'interconnaissance des acteurs pour discuter de cet enjeu de santé dans les quartiers. Et l'année dernière, on avait organisé une journée régionale sur l'influence du cadre de vie sur la santé des habitants. Sur la santé mentale des habitants, pardon, à préciser. Mais Chloé reviendra là-dessus. Et c'est dans cette logique-là, et en plus dans le cadre de la dynamique du plan régional santé-environnement, qui vise à promouvoir notamment les démarches d'urbanisme favorable à la santé, que s'inscrit tout ce webinaire. Donc, 3 grands objectifs dans le cadre de ce webinaire. Mieux comprendre le lien entre santé et renouvellement urbain. Montrer comment les projets peuvent contribuer à réduire les inégalités de santé. Et puis, ça passera, mais ça sera plutôt dans le second webinaire, de donner des exemples et aussi de promouvoir des outils qui existent et qui sont intéressants pour faire plus santé, qui sont mobilisables par les collectivités et les acteurs. Revenir sur deux définitions, mais j'irai de manière très succincte. Quand on parle de renouvellement urbain, on a plutôt tendance à avoir une vision peut-être éventuellement plus restrictive, à savoir la rénovation urbaine, qui est davantage utilisée dans le langage courant depuis des années. Mais voilà, ce concept qui prend de plus en plus d'importance a cette vision beaucoup plus large, à une approche plus globale sur ce qu'on peut travailler en termes de cadre de vie des habitants, et donc pas associé seulement à un bâtiment, à un logement, mais donc il faut bien intégrer un certain nombre de dimensions. Mais ça, je laisserai encore une fois Chloé et Alice l'évoquer. Et puis, revenir aussi sur la définition du cadre de vie. Qu'est-ce qu'on entend par cadre de vie? Et on insiste, et c'est ce qu'on va montrer dans ce webinaire ce matin, que le cadre de vie, et je reprends la définition d'Amandine Mille, que nous avions fait intervenir sur une de nos journées l'année dernière également, qui évoque que le cadre de vie repose à la fois sur des éléments matériels, donc l'espace planté, les espaces de loisirs, de rencontres, etc.,
mais aussi sur des éléments immatériels. Les ambiances sonores, les représentations sociales, l'image du quartier. Et c'est bien dans cet esprit-là que les interventions et qu'on souhaite axer, qu'on souhaite bien prendre en compte le lien entre renouvellement urbain, cadre de vie et santé. Et je terminerai par dire que les projets de renouvellement urbain sont aussi des projets de santé, même s'ils ne sont pas présentés comme tels à la base, ou en tout cas réfléchis comme tels à l'origine. Mais voilà, les présentations permettront de montrer tout le poids de ces projets et l'impact sur la santé. Et donc, ce webinaire cherche vraiment vise à comprendre pourquoi la santé mérite d'être prise en compte dans les projets de renouvellement urbain, car les impacts peuvent aller bien au-delà de l'aspect santé pour les collectivités. Et c'est ce que nous attacherons à montrer aujourd'hui. Donc, au programme, nous allons avoir dans un premier temps Chloé Stéphane, donc, qui est chargée de projet en promotion de la santé à Promotion Santé Normandie, qui reviendra sur la notion de santé, de quoi on parle. Et c'est pour ça que je souhaitais faire un petit sondage sur ce que vous pensiez quand on parle de santé. Et puis, elle montrera comment le cadre de vie influence la santé des habitants et notamment des habitants des quartiers. On aura ensuite une autre session donc, avec une prise de parole de Alice Collet, qui est responsable de projet cohésion sociale à l'Agence nationale pour la rénovation urbaine ANRU, qui reviendra sur ce qu'est l'ANRU, ce qu'est un projet de renouvellement urbain, comment ils sont pensés, et aussi pourquoi et comment la santé s'inscrit dans les projets ANRU. Elle sera suivie de Sabrina Aiello, donc, qui est chef de projet de santé à la Meta, donc qui peut accompagner en tout cas des bailleurs sociaux, plutôt région Île-de-France et au nord. Donc voilà, Sabrina, je te laisserai davantage parler de la Meta. Mais en tout cas, son intervention reviendra sur un retour d'expérience qui a été mené à Sevran avec un projet de tiers-lieu et d'habitat inclusif. Donc voilà, d'un accompagnement d'un bailleur pour aller vers une démarche d'urbanisme favorable à la santé. Ensuite, on aura la prise de parole de Monsieur Langlois, qui est maire de Darnétal et qui partagera, donc qui est accompagné de Angelina Pio, donc directrice de la cohésion sociale, et qui reviendra sur l'expérience de renouvellement urbain du quartier du Parc du Robec. Et donc l'intérêt, et il nous montrera l'intérêt, la capacité d'une collectivité à s'engager dans des projets plus favorables à la santé. Donc voilà, il nous apportera son regard plutôt d'élu sur cet aspect-là d'un projet de renouvellement urbain. Et enfin, on aura Pascal Després, donc en tant que présidente de la CRSA, qui reviendra, qui apportera son regard transversal sur comment les projets de renouvellement urbain peuvent agir pour réduire les inégalités de santé, et reviendra notamment aussi sur l'aspect de l'intérêt de faire participer les habitants, enfin les usagers en tout cas, dans un projet, et puis aussi l'aspect attractivité d'un territoire qui peuvent être la conséquence d'un renouvellement d'un quartier. Donc la CRSA, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ce qu'est le Césaire pour la région Normandie, et la CRSA l'est pour l'Agence régionale de santé. Hop, je vais te donner la parole, Chloé, et si vous avez des questions au cours des interventions, n'hésitez pas à l'évoquer dans le chat. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour ta proposition d'intervention. Et donc moi, effectivement, je vais vous définir ce qu'est la santé, qu'est-ce qu'on entend par santé. Et puis voilà, en quoi finalement le cadre de vie influence la santé des habitants. Alors, donc l'OMS définit effectivement, comme vous l'avez tout à fait noté dans vos commentaires, la santé donc comme un état complet de bien-être à la fois physique, mental et social. Et c'est effectivement pas simplement l'absence de maladie ou d'infirmité. Cette définition de la santé,
elle donne la santé comme vraiment une ressource de la vie quotidienne qui permet d'une part de satisfaire ses besoins et de répondre à ses aspirations, et d'autre part de pouvoir changer son environnement ou de s'adapter à celui-ci. Et donc la santé, on le voit bien, n'est pas uniquement le fruit de choix individuels, de comportements ou de prédispositions génétiques, c'est vraiment le résultat des liens entre l'individu et son contexte de vie, que ce soit l'environnement physique, matériel, social, culturel ou politique. Je veux bien que tu passes à la prochaine slide. Et donc la santé, elle va être influencée par un ensemble de déterminants, des facteurs qui influencent la santé et qu'on définit comme les circonstances dans lesquelles les individus naissent, grandissent, vivent, travaillent et vieillissent, ainsi que les systèmes qui sont mis en place pour faire face à la maladie. Donc on va avoir différents niveaux en fait, de déterminants. On va retrouver les caractéristiques individuelles, donc au niveau de l'individu, tout ce qui concerne effectivement la génétique des individus, les compétences personnelles et sociales, les habitudes de vie, les comportements. Les caractéristiques socio-économiques également, le niveau de revenu finalement de la personne va aussi avoir un impact sur la santé. Et puis on va, dans un second temps, retrouver finalement tous les milieux de vie dans lesquels on va évoluer depuis la petite enfance jusqu'à la vieillesse, qui vont avoir aussi un impact sur notre santé. En premier lieu, effectivement, on va retrouver le milieu familial, le logement dans lequel finalement on évolue aussi, on habite, le milieu de garde, le milieu du travail, et puis de manière globale aussi le quartier et le voisinage avec lequel on évolue. Dans un troisième temps, on retrouve effectivement tous les systèmes, finalement toutes les politiques publiques qui vont avoir aussi un impact sur notre santé. Le système éducatif, par exemple, le système de santé, les services sociaux, l'aménagement du territoire, tout ce qui est autour du soutien à l'emploi et à la solidarité sociale. Et on va retrouver également d'autres politiques publiques autour de la transition écologique, par exemple. Enfin, voilà. Vraiment, toutes les politiques publiques vont avoir un impact sur la santé des populations. Et puis, de manière générale, on va retrouver effectivement le contexte global de la société dans lequel, en fin de compte, on évolue au quotidien, c'est-à-dire le contexte politique, législatif, va avoir un impact sur notre santé. Le contexte économique, si effectivement on a bien pu constater avec l'inflation qu'on a subi les dernières années, qui va avoir un impact sur notre revenu et effectivement sur notre capacité aussi à pouvoir s'alimenter, voilà, à prendre soin de sa santé. Le contexte démographique également, le contexte social et culturel, le contexte scientifique et technologique. Les avancées en médecine, voilà, dans différents domaines vont avoir un impact sur notre santé. Et puis l'environnement naturel également, l'état de notre écosystème, le changement climatique, par exemple, va avoir aussi un impact important sur notre santé. Et donc, par rapport à tous ces facteurs, ce qu'il faut savoir effectivement, c'est que le poids des déterminants va être plus ou moins important. Et on note en fait que finalement, les facteurs socio-économiques représentent 45% à peu près du poids de notre santé, de l'impact sur notre santé. Les facteurs environnementaux également représentent un impact important à hauteur de 25%. Et donc si on cumule ces deux facteurs, finalement environnementaux et socio-économiques, on arrive à 70% de l'impact sur notre santé, ce qui n'est pas négligeable du tout. Et d'ailleurs, on a la déclaration de Rotorua qui appelle justement depuis 2019 à une action urgente de la communauté mondiale sur justement les déterminants environnementaux et sociaux de la santé au regard justement de ce poids, cet impact important sur la santé. On va retrouver effectivement ensuite le système de soins, le fait d'accéder à un système de soins de qualité va avoir effectivement un impact, mais voilà, comme on le voit ici, il ne représente pas la majorité de l'impact sur notre santé. Il en fait partie, mais ce n'est pas le déterminant majeur. On va avoir également les comportements individuels aussi, hein, qui vont avoir un impact. Et puis, voilà, le patrimoine génétique aussi. Mais vraiment, voilà, je voulais souligner en tout cas l'importance de ces facteurs socio-économiques, le niveau de revenu finalement, le fait qu'il va nous permettre de pouvoir accéder derrière à des services, à des loisirs
qui vont nous permettre d'améliorer notre santé. Et puis les facteurs environnementaux, c'est vraiment tout ce qui est autour du cadre de vie, justement, dont c'est le sujet aujourd'hui. Tout ce qui est lié aux polluants, voilà, au fait d'avoir accès à des espaces verts, de nature. Voilà, tous ces éléments-là vont avoir un impact important sur notre santé. Alors, au niveau des déterminants de santé qui vont avoir un impact notamment sur le cadre de vie, enfin les déterminants de santé liés au cadre de vie, on va retrouver effectivement le logement, la qualité du logement. Si on est dans un habitat dégradé, forcément, ça va avoir un impact plus néfaste sur notre santé. Le fait d'avoir des logements voilà, qui sont humides ou avec une isolation thermique et sonore qui est de moindre qualité, ça va impacter sur l'émergence de pathologies. L'environnement physique, donc autour du logement également, mais aussi à l'intérieur, la pollution, qualité de l'air, intérieur-extérieur, les nuisances sonores également, à l'intérieur ou à l'extérieur du logement, vont avoir également un impact. Et puis la présence d'espaces verts. Les équipements, le fait d'avoir accès aussi à des équipements de proximité, à la fois en termes de transport, de commerce, de services de santé, font partie des déterminants qui vont impacter la santé en lien avec le cadre de vie. Et l'environnement social également. La cohésion sociale, le sentiment de sécurité, le fait qu'on soit isolé ou qu'on soit, voilà, qu'on soit plutôt dans des environnements qui facilitent le lien social, va avoir un impact sur notre santé. Et globalement, on voit bien qu'effectivement, l'aménagement, par exemple l'aménagement du territoire, à la fois l'aménagement, la construction des logements, la rénovation des logements, mais l'aménagement voilà, du territoire a un impact aussi sur notre santé. Et effectivement, dans les quartiers en géographie prioritaire, ces facteurs, malheureusement, sont bien souvent plus défavorables. Et on va avoir un cumul finalement de ces facteurs et qui va créer notamment des inégalités sociales, territoriales et environnementales de santé. Alors si on prend les différents déterminants, notamment voilà, qui vont en lien avec le cadre de vie, si notre cadre de vie est plutôt dégradé, ça va effectivement favoriser l'apparition de problématiques de santé. Au niveau du logement, par exemple, si on est dans un logement insalubre ou dégradé, le fait d'avoir de l'humidité, des moisissures, favorise l'apparition de maladies respiratoires, par exemple, comme l'asthme, les allergies. Il faut savoir que le logement, c'est quand même un déterminant de santé majeur également, puisque c'est notre lieu de vie au quotidien. Et donc voilà, sa qualité a un impact important sur notre santé. La mauvaise isolation, par exemple, thermique des logements, ou bien aussi bien thermique que sonore, peut avoir un effet sur le stress, sur les troubles du sommeil. Notamment, le fait d'être dans des logements surpeuplés peut impacter aussi chez les enfants la réussite éducative, la santé mentale de manière générale. Au niveau de l'environnement, au-delà du logement, puisque voilà, l'habitat, c'est le logement, mais aussi ce qui entoure le logement finalement. La pollution de l'air, donc aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du logement, va favoriser l'apparition de maladies cardiovasculaires et respiratoires. Le fait d'être exposé à des nuisances sonores va avoir un impact sur le sommeil et donc derrière également sur le stress et les troubles comme la fatigue par exemple. Au niveau de l'environnement, si on a moins d'espaces verts, ça va moins favoriser la pratique d'activités physiques, des espaces un petit peu voilà, par rapport aux espaces sonores aussi favorables à la santé. Voilà, on va avoir un moindre accès à ces aménités environnementales que sont les espaces verts. L'accès limité aux ressources également, le fait d'avoir des structures de santé, voilà, dans les quartiers, bien souvent, on est sur des territoires qui sont en désertification médicale, du fait de la présence plus moindre de professionnels de santé. Et donc, ça va favoriser effectivement le renoncement aux soins ou en tout cas la difficulté d'avoir accès à un professionnel de santé. On
On va également, l'offre alimentaire de proximité qui va être proposée si elle est déséquilibrée, va effectivement favoriser aussi le surpoids, le diabète. Et effectivement, le fait d'avoir moins accès à des équipements sportifs va aussi favoriser la sédentarité. Donc voilà, les équipements qu'on propose aussi dans les quartiers le fait d'avoir accès ou non à ces équipements vont avoir un impact sur notre santé. Et puis de manière globale, au niveau psychosocial, comment je me sens dans le quartier, si je me sens en sécurité ou pas, ça va avoir un impact sur la santé mentale aussi des habitants. Le fait qu'on ait une forme de stigmatisation parfois des quartiers, ou en tout cas de vision, d'image du quartier plutôt défavorable, eh bien, ça va agir aussi sur les habitants et sur l'estime de soi qu'ils peuvent avoir et le sentiment de honte, aussi bien au niveau du quartier que du logement. On va retrouver aussi ces éléments-là. Et puis voilà, l'isolement social, si effectivement on n'a pas accès à des structures qui favorisent le lien social au sein du quartier, ça peut aussi favoriser des troubles de santé mentale comme la dépression par exemple. À l'inverse, du coup, si on a un cadre de vie qui est plutôt favorable à la santé, eh bien effectivement, on va avoir une diminution par exemple de l'anxiété. Ça a été prouvé scientifiquement au niveau des espaces verts. La présence d'espaces verts va permettre justement, le fait de passer du temps dans des espaces verts va réduire ce niveau d'anxiété. Ça va avoir un impact sur la santé mentale, mais aussi sur la santé physique. La baisse du cortisol, sur la vue, sur différents éléments qui vont avoir un impact sur la santé physique. Également, ça va permettre aussi de s'adapter au changement climatique et de réduire aussi les îlots de chaleur, par exemple urbains. Donc voilà, ça va avoir un effet protecteur, la présence d'espaces verts. Le fait également de pouvoir aménager au sein des quartiers des pistes cyclables, des cheminements piétonniers, ça va favoriser effectivement le fait de l'activité physique régulière, la santé mentale également. Et ça va permettre aussi la rencontre entre les habitants du quartier. Le fait d'avoir accès effectivement à des équipements de type aire de jeu ou sportif va favoriser également la pratique d'activité physique. L'accessibilité du service, donc comme je le disais, à contrario, si on a des services de proximité, notamment des services de santé par exemple, ça va favoriser effectivement l'accès à la prévention et aux soins. Le fait d'avoir des transports qui permettent de desservir justement facilement l'accès aux services de proximité, au commerce, ça va être favorable également aussi à la santé. La cohésion sociale au sein du quartier, effectivement, la présence d'associations, qu'il y ait une vie associative qui se développe dans le quartier, va renforcer le soutien social et lutter contre l'isolement des personnes. Ça va permettre aussi de pouvoir développer des projets participatifs et de développer aussi effectivement le pouvoir d'agir des habitants pour pouvoir améliorer leur cadre de vie, notamment. Et puis donc en matière de renouvellement urbain, la réhabilitation des logements, ça va effectivement améliorer le confort, diminuer l'exposition à des facteurs de risque, comme je les ai cités tout à l'heure, sur la santé. Et puis également, quand on va travailler aussi sur le désenclavement des quartiers, ça va permettre de favoriser la mixité sociale, la cohésion sociale, et ça va contribuer à réduire également les inégalités sociales. Voilà pour ces déterminants. Et donc, si vous souhaitez aller un peu plus loin sur ces différents déterminants que j'ai pu évoquer, on a proposé cette année une offre de webinaire justement sur les liens entre l'environnement et la santé mentale. Et donc, vous avez des replays de ces webinaires qui sont disponibles sur le site du PRSEK, donc du Plan régional santé-environnement 2023-2028, également sur la chaîne YouTube de Promotion Santé Normandie. Donc on a fait un premier webinaire un peu généraliste sur les liens entre environnement et santé mentale, un second sur en quoi le contact avec la nature justement est un levier de promotion de la santé mentale,
Et le dernier était sur la santé-environnement au service de la cohésion sociale, et le replay du coup de ce dernier webinaire est à venir. Voilà, donc, pour aller un petit peu plus loin sur différents sujets. Et puis, comme l'a évoqué également Lucie tout à l'heure, donc le 2 décembre dernier, s'est tenue la première édition des rendez-vous de la santé en quartier prioritaire, enfin, de la journée régionale des rendez-vous de la santé en quartier prioritaire, où effectivement a été évoqué le lien entre cadre de vie et santé mentale. Et donc, vous retrouvez sur la page de l'ERS CRAE Normandie à la présentation qui a été faite lors de la conférence retour d'expérience. On a essayé de faire une nouvelle formule de présentation avec, voilà, à partir de retours d'expérience et comment finalement ces retours d'expérience témoignent des éléments un petit peu théoriques qu'on peut avoir sur ces sujets entre cadre de vie et santé mentale. Et puis il y a également un carnet de bord qui a été construit pour la journée pour pouvoir justement aider les porteurs de projets à élaborer des projets autour de la promotion de la santé dans les quartiers en géographie prioritaire. Et qui permettent aussi de mobiliser les différentes stratégies d'action efficaces qu'on va pouvoir utiliser pour renforcer l'efficacité des actions que l'on mène pour améliorer la santé des habitants des QPV. Voilà, pour ce retour d'expérience et cette ressource inspirante que je vous invite à aller consulter. Environnement urbain, un levier de prévention et de promotion de la santé pour réduire les inégalités sociales et les vulnérabilités des habitants des QPV. Et donc voilà, on va continuer dans le déchiffrage, enfin dans la meilleure connaissance de ce lien entre renouvellement urbain et santé. Donc Alice Collet, je vous laisse la parole et puis vous me dites quand je dois passer les diapos. Oui, bonjour à toutes et à tous. Je me présente Alice Collet, je suis responsable projet cohésion sociale à l'ANRU, donc notamment chargée de porter les questions de santé. Et je suis ce matin avec Damien Caxa, mon collègue responsable territorial, donc sur la région Normandie. Alors, comme vous disiez Lucie, donc je remercie pour son invitation ce matin. L'idée, c'est de vous parler des enjeux, de pourquoi intégrer la santé dans les projets de renouvellement urbain, sachant que dans le prochain webinaire, on précisera davantage le comment, c'est-à-dire quels sont les leviers d'intégration de la santé dans les projets. Alors peut-être, Lucie, si vous pouvez mettre notre présentation. Je voulais d'abord, avant de vous parler des enjeux de santé dans les quartiers prioritaires, vous présenter très rapidement l'ANRU, parce qu'effectivement, vous n'êtes pas tous et toutes peut-être familiers de l'agence et des projets qu'elle porte. Alors, donc, l'Agence nationale pour la rénovation urbaine a fêté récemment ses 20 ans. Elle porte, vous le savez, une politique de renouvellement urbain qui est issue d'une loi qui date de 2003. On a eu un premier programme et aujourd'hui, on porte un second programme. C'est ce programme, 13 milliards d'euros de concours financiers qui généreront presque 48 milliards d'investissements à l'échelle nationale. Donc, ce sont des montants extrêmement conséquents, des projets portés par les collectivités qui associent d'autres maîtres d'ouvrage. Mais on porte aussi d'autres programmes et dispositifs qui nous ont fait rencontrer les sujets de santé. D'abord, le PNR-CAD, qui est un programme qui intervient dans les quartiers d'habitat dégradé, donc des centres anciens qui sont, vous parliez tout à l'heure, des logements insalubres, donc très largement concernés par des sujets de logement indignes, parfois de bien-être et de santé. Des projets d'investissement d'avenir, par exemple, Ville durable et solidaire, qui visent à porter l'innovation, donc dans lesquels on a eu des collectivités ou des bailleurs qui ont souhaité travailler sur des dimensions de santé. Je pense par exemple à la ville de Lille,
donc sur le quartier Concorde ou un bailleur dans l'agglomération lyonnaise. Et puis le programme Quartier Résilient ou Quartier Fertile, par exemple, qui cofinance des projets d'agriculture urbaine qui sont l'occasion de travailler sur des dimensions d'éducation à la santé. Alors, si on fait un focus sur le programme en cours, donc, ce qui est l'objet de la diapositive voilà, projetée par Lucie, donc ce programme, le nouveau programme national de renouvellement urbain, donc lancé en 2014 dans la continuité du précédent, il concerne environ 480 quartiers prioritaires de la politique de la ville à l'échelle à l'échelle nationale. Ça concerne 3 millions d'habitants. Sur la région Normandie, on a 22 projets de renouvellement urbain, dont 6 projets d'intérêt national. Donc, on distingue projet d'intérêt national ou régional selon le montant de subvention alloué. En Normandie, on a 6 projets d'intérêt national, dont 3 sur la métropole Rouen-Normandie, donc qui concerne les communes de Rouen, Petit-Quevilly et Cléon, mais aussi donc un projet d'intérêt national à Évreux, Porte de Normandie, un à Val-de-Reuil, donc sur l'agglomération Seineur, et ainsi qu'un à Lisieux. Donc vous voyez qu'on est 22 projets de renouvellement urbain en Normandie qui sont, on va le voir, hein, des opportunités pour intégrer et améliorer la santé des habitants. J'ai oublié de vous dire que en fait l'ANRU n'est pas, en tout cas au lancement de ce programme national, on ne se considérait pas forcément comme un acteur, j'allais dire, de la santé, hein. Bien sûr, on est surtout un acteur qui pilote un programme d'aménagement. Et d'ailleurs, la notion, le terme de santé n'est pas présent dans notre règlement général, mais à la faveur des travaux de l'OMS et de l'ensemble des acteurs nationaux sur l'urbanisme favorable à la santé, à la faveur aussi des projets portés par les collectivités, à la faveur du partenariat local, on s'est évidemment rendu compte que ces projets de renouvellement urbain sont un levier considérable pour améliorer la santé, le bien-être des habitants. Puisque en fait, les projets de renouvellement urbain, ce sont d'abord des projets urbains qui intègrent des interventions fortes sur l'habitat, donc des interventions de rénovation, réhabilitation d'immeubles à usage de logement, mais aussi de démolition d'immeubles de mauvaise qualité, vétustes, des projets aussi d'aménagement des espaces et des équipements publics, donc de création, restructuration d'équipements publics, et des projets également d'amélioration de l'offre de services aux habitants. Donc on le voit, on est un acteur, on cofinance finalement des opérations qui interviennent sur le cadre de vie. Et comme l'a très bien montré l'intervention précédente, ce cadre de vie a une action sur la santé. On se finance aussi d'ailleurs, on reviendra plus en détail sur ce sujet dans le second webinaire, de l'offre de soins, donc de manière très directe, qui effectivement permet de renforcer les services d'accès aux soins pour les habitants. Ces projets urbains ont aussi la particularité d'être articulés aux contrats de ville et aux autres politiques locales, c'est-à-dire que l'ANRU cherche, au-delà d'une intervention physique, à promouvoir un projet global qui travaille le cadre de vie, donc le volet urbain, mais aussi le volet social, donc le volet accompagnement des habitants, économique, environnemental. Donc c'est vraiment l'ADN de l'ANRU, et du coup ces projets urbains mais aussi globaux qui cherchent à entraîner les dimensions du contrat de ville et les autres politiques locales qui se déploient sur les quartiers prioritaires de la politique de la ville sont encore une fois des leviers pour améliorer la cohésion sociale, l'offre de services aux habitants et d'agir sur leur bien-être et leur état de santé. Ce sont aussi des projets co-construits, donc ce qui
peut favoriser aussi, comme l'ont montré l'intervention précédente, l'adhésion, l'appropriation et renforcer l'estime que les habitants ont d'eux-mêmes et leur participation à la citoyenneté à la cité. Enfin, ce sont des projets extrêmement partenariaux et on le voit, un certain nombre de projets, pas tous malheureusement, mais ont permis un travail extrêmement conséquent avec les acteurs locaux de la santé, notamment lorsqu'il y a des projets de création d'offres de soins, donc les porteurs de projets se rapprochant des acteurs de l'offre de soins. Je vous ai mis également les objectifs d'intervention des projets de renouvellement urbain qui sont à chaque fois contextualisés en fonction des qualités, en fonction de la situation et des potentiels des différents quartiers, mais donc qui cherchent donc, à améliorer le cadre de vie, favoriser la mixité sociale pour renforcer l'interaction sociale entre les habitants et les habitants plus largement de la ville, de l'agglomération. Donc là aussi, ce qui permet de travailler le bien-être, le lien et la santé. Voilà, donc l'ensemble de ces objectifs, vous le voyez, sont finalement une opportunité différente, hein, bien sûr, mais de travailler la santé. On y reviendra avec Damien dans le webinaire prochain. Enfin, je voulais vous parler, Lucie, si vous pouvez passer la diapositive suivante, d'un programme que nous avons soutenu et qui est aussi en cours, enfin d'une démarche quartier résilient, qui vise à améliorer la résilience des quartiers en renouvellement urbain. Donc pour lesquels on propose un accompagnement renforcé sur 3 dimensions de la résilience, notamment la dimension de cohésion sociale, et qui sont une opportunité pour nous, pour améliorer les financements d'offres de soins, mais aussi améliorer des démarches d'urbanisme favorables à la santé avec des collectivités qui souhaitent revisiter certains de leurs projets de renouvellement urbain sous l'angle de la santé environnementale notamment. Voilà. Donc, diapositive suivante, Lucie. Qu'est-ce qui a effectivement, comment ce sujet de la santé s'est imposé finalement à nous, l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, c'est effectivement la prise de conscience des interactions entre la santé et l'urbanisme, ce que nous a exposé l'intervenante précédente, donc ce fonctionnement systémique de la santé, la prise de conscience du rôle déterminant de l'environnement hein, dans les déterminants de santé, le logement, les espaces publics, les équipements publics également, quand on pense aux écoles par exemple, dans lesquelles les élèves passent un temps assez conséquent en plus de leur logement. C'est aussi bien sûr toute la reconnaissance institutionnelle de l'EHESP par exemple, mais aussi du ministère de la Santé, du mécanisme de la santé environnementale qui nous a indiqué qu'effectivement cette dimension était extrêmement conséquente, extrêmement importante. Reconnaissance qui s'est traduite dans des politiques publiques de santé et d'aménagement. Je pense par exemple au plan national santé-environnement décliné en PRSE, donc plan régional santé-environnement, aux démarches donc d'urbanisme favorable à la santé, par exemple, dont on a vu les collectivités se saisir de plus en plus. Donc, c'est un cadre qui est, qui s'est posé progressivement, mais sur lequel les articulations restent, de notre point de vue, à améliorer, à renforcer, hein, les démarches étant parfois, l'élaboration du PRSE et les dimensions de renouvellement urbain pouvant être davantage croisées. Enfin, la santé, vous le savez, il y a un lien entre, bien sûr, les projets de renouvellement urbain et le contrat de ville. On est historiquement, le renouvellement urbain est une dimension cadre de vie des projets, des contrats de ville.
les contrats de ville eux-mêmes portent des ateliers santé-ville, portent des contrats locaux de santé, des contrats locaux de santé mentale. Donc, on a l'opportunité, lorsqu'on élabore un projet de renouvellement urbain, de mettre autour de la table l'ensemble des acteurs des ateliers santé-ville, des acteurs qui travaillent sur le terrain à proximité des populations pour identifier les besoins des habitants, leurs fragilités, leurs vulnérabilités, les actions qui sont mises en place ou qui pourraient être renforcées, améliorées à la faveur d'un travail très conséquent sur le cadre de vie. Et donc l'ANRU, on s'est rendu compte finalement que les collectivités locales que l'on soutient, les bailleurs sociaux, les aménageurs, voilà, l'ensemble de la communauté du renouvellement urbain, les services de l'État local aussi finalement, qui travaillent au quotidien avec ces acteurs, ont des leviers sur une part conséquente des déterminants de santé et qu'en tant que tels, les projets de renouvellement urbain sont une occasion, une opportunité pour améliorer la santé, que ce soit au travers de l'urbanisme des quartiers, du logement que l'on cherche à améliorer, à diversifier, des politiques éducatives que l'on améliore en améliorant le cadre de vie à l'école, mais aussi l'offre éducative, la production alimentaire, je le rappelais, dans le cadre des démarches comme quartier fertile, mais aussi l'amélioration de l'offre commerciale ou bien les dimensions de sûreté, puisque vous avez rappelé tout à l'heure effectivement l'importance du lien entre l'amélioration de la sûreté, de la sécurité urbaine et la santé des habitants. Donc, la diapositive suivante donc, vous montre que, alors, par rapport à cette, à cette prise de conscience que finalement les projets de renouvellement urbain sont des leviers conséquents, des leviers importants pour améliorer l'état de santé des habitants. On s'est aussi rendu compte, donc à la faveur d'échanges avec certaines ARS, agences régionales de santé, que les QPV sont malheureusement plus vulnérables d'un point de vue sanitaire. Et ce, de manière extrêmement conséquente et pour plusieurs raisons. D'abord, il y a un lien étroit entre précarité sociale et économique et vulnérabilité en santé. Et donc, vous le savez, les quartiers prioritaires de la politique de la ville sont sélectionnés à partir de leur taux de pauvreté. Et on a un indicateur qui s'appelle le gradient social en santé qui montre la corrélation entre la position sociale, que ce soit ses revenus, ses niveaux d'études, sa profession, son activité, et son état de santé, qu'elle soit exprimée en espérance de vie, en santé perçue, en comportement favorable ou défavorable à la santé ou en conditions d'accès aux soins. Donc on a déjà des quartiers qui, de par leur structure sociale, économique, sont défavorablement impactés pour leurs conditions sanitaires et ont des inégalités de santé par rapport à la population générale. On a aussi des quartiers, c'est très documenté, qui sont concernés par des pathologies chroniques plus courantes, puisque les habitants des quartiers prioritaires déclarent souffrir plus fréquemment de 4 problèmes de santé majeurs dans ces quartiers à l'échelle nationale, hein, le diabète, l'asthme, la dépression et l'hypertension artérielle. On a aussi un élément explicatif, et je reviendrai dessus, des quartiers qui sont, c'est là, en haut à droite, illustration, beaucoup plus exposés à plusieurs nuisances environnementales variées, ce qui effectivement a une incidence bien sûr sur les pathologies chroniques, notamment que je viens de décrire. Et puis on a des habitants qui, compte tenu de leurs ressources économiques, mais aussi compte tenu de la démographie médicale actuelle, qui ont un accès plus limité à l'offre de soins, puisque 40% des résidents des quartiers prioritaires déclarent avoir renoncé à au moins un soin pour des raisons financières, contre 26% dans les autres quartiers des unités urbaines englobantes. Donc c'est quand même un différentiel assez conséquent. Donc moindre accès qui est à la fois lié à des raisons financières, mais aussi parfois à des raisons culturelles, de représentation, là aussi, de ce que c'est que la santé
et du rôle des professionnels de santé. Voilà, beaucoup de sujets vraiment variés dont on pourra parler aussi peut-être lors du webinaire prochain. Alors, pour illustrer cette situation, alors bon, l'ANRU s'est rapproché dès 2017 de l'ARS Île-de-France, avec qui nous avons élaboré une convention spécifique qui était expérimentale et qui donc cherchait effectivement à mieux articuler le renouvellement urbain et la santé, voir un petit peu comment les projets de renouvellement urbain étaient des leviers pour améliorer la santé. Donc on a fait un diagnostic assez approfondi des quartiers prioritaires en Île-de-France, qui ont effectivement donc, un taux de pauvreté 3 fois supérieur à la moyenne métropolitaine et 3 fois plus de bénéficiaires de la CMU. Enfin, on a décrit un petit peu l'état de santé de la population, leurs inégalités de santé. Et je vous présente donc à droite ce schéma qui montre l'évolution en fait du risque de mortalité, c'est-à-dire le risque à âge égal, voilà, d'être frappé, enfin de mourir finalement, le long de la ligne du RERB qui traverse l'Île-de-France du nord-est au sud-ouest et qui montre qu'à âge égal, en fait, ce risque de mortalité varie du simple au double selon qu'on soit dans des quartiers QPV prioritaires ou dans des quartiers plus favorisés. Donc on voit extrêmement bien le différentiel et l'inégalité de santé. Ce schéma illustre aussi une offre médicale en médecins libéraux le long de cette même ligne du RERB, pardon, qui est extrêmement disparate. Et c'est un sujet, bien sûr, qui concerne plus globalement l'échelle nationale, puisque l'offre de soins, qui est déjà par ailleurs globalement inégale et vieillissante, est aussi souvent, comment dire, insuffisante dans les quartiers prioritaires, avec un rééquilibrage qui est attendu, je rappelle, en 2035 à l'échelle nationale, donc avec quand même une phase d'attente qui pose un certain nombre de questions pour les quartiers qui sont aujourd'hui faiblement dotés. Par rapport à cette situation, on a des habitants, donc moindre accès aux soins, Lucie, si vous pouvez passer, qui ont, donc je le rappelais, qui sont affectés de pathologies plus que sur les unités, enfin les quartiers des unités urbaines englobantes, parce qu'elles ont des comportements moins favorables à la santé, alors que ce soit en termes d'activité physique, en termes d'alimentation, par exemple. Voilà, on a par exemple une pratique de l'activité sportive qui est moindre dans les QPV que dans leurs unités urbaines englobantes, notamment en ce qui concerne les femmes des QPV qui sont la catégorie la plus sédentaire en France, avec un taux de sédentarité à domicile qui est extrêmement fort et une pratique de l'activité sportive qui est globalement très faible. En ce qui concerne l'alimentation, les freins à l'alimentation saine font qu'on a des points, enfin davantage de surpoids, d'obésité, une insécurité alimentaire également qui est décrite. Et en ce qui concerne des populations d'immigration récente, ce que l'on décrit aussi, c'est une méconnaissance ou des pertes de repères nutritionnels qui s'effacent, qui ne se transmettent pas forcément d'une génération à l'autre, et une perte du savoir cuisiner qui est extrêmement préoccupante pour effectivement voilà, cuisiner de manière saine, enfin de manière équilibrée. En ce qui concerne la santé psychique, donc on a, c'était rappelé par l'intervenante précédente, donc des troubles dépressifs qui sont liés à un certain isolement social ou à voilà, une précarité sociale, et des freins aussi, un certain nombre de freins culturels et financiers qui sont décrits sur l'accès à la santé psychique, aux professionnels de santé psychique et mentale. Et en ce qui concerne le vieillissement, si les quartiers prioritaires de la politique de la ville sont globalement jeunes, ils sont aussi bien sûr concernés par le vieillissement de la population, et étant donné leur fragilité économique, ce qu'on décrit, c'est une moindre espérance de vie
en bonne santé. Donc voilà, on a moins de population âgée autonome ou en capacité de se déplacer ou de se nourrir convenablement. Voilà, toujours voilà, sur l'état, le pourquoi, voilà, pourquoi agir de manière spécifique et quelle est la situation de ces QPV. Je le disais tout à l'heure, on a aussi des quartiers donc, qui sont davantage impactés et davantage concernés par des nuisances environnementales, alors qu'il s'agisse, on a à la fois un différentiel d'exposition qui est renforcé par ce différentiel de vulnérabilité lié aux conditions socio-économiques. Euh, voilà, avec ce qui est lié à différentes nuisances, que ce soit la pollution atmosphérique, on a des quartiers qui sont davantage situés à proximité de grosses infrastructures routières, autoroutières, voire portuaires, à proximité parfois d'installations industrielles, des quartiers ou des logements où on est davantage impacté par des nuisances sonores en raison voilà, de la date de construction d'un certain nombre de logements et de la qualité acoustique qui n'est pas forcément au rendez-vous, etc., etc. Donc, vous voyez qu'on a voilà, beaucoup de points noirs environnementaux, finalement, dans les quartiers en renouvellement urbain. Par exemple, dans les 59 quartiers en renouvellement urbain franciliens d'intérêt national, 16 étaient considérés par l'ARS Île-de-France, enfin, sont considérés par l'ARS Île-de-France comme particulièrement impactés par des points noirs environnementaux, donc qui cumulent des indicateurs extrêmement critiques d'exposition aux nuisances environnementales. Alors, toute cette situation s'est notamment illustrée, je suis désolée pour ce tableau extrêmement difficile, mais enfin c'est important de le regarder dans toutes ses dimensions avant d'identifier les leviers pour agir. Donc, diapositive suivante. Ce tableau s'est notamment illustré malheureusement a été mis en exergue lors de la crise sanitaire Covid, où vous vous souvenez, on a eu une prévalence du virus dans les QPV particulière. Donc, à la fois pour nous, en termes d'analyse, liée à la forte densité des populations, enfin de populations, notamment dans certains quartiers franciliens, donc, mais pas seulement, enfin des quartiers extrêmement denses, à la fois liée sans doute à la forte suroccupation des logements, donc avec un risque de contamination qui a pu être décrit par certains, du coup plus fort compte tenu de cette suroccupation d'ailleurs qui, comme le rappelait l'intervenante précédente, donc pose un certain nombre de difficultés éducatives aux enfants, et puis des risques aussi d'exposition au virus liés aux activités des habitants. On a beaucoup de travailleurs de première ligne qui habitent dans ces QPV et qui n'ont pas pu être concernés de la même façon que les autres par le télétravail, qui ont continué à travailler, fréquenter les transports et donc ont davantage été contaminés. Des facteurs, cela dit, de résilience dans ces quartiers par rapport à la pandémie, ce sont bien sûr les réseaux de solidarité et d'entraide et de liens sociaux qui existent, enfin, cela dit, de manière différenciée, bien sûr. Et enfin, dernière diapositive sur ce tableau, les quartiers prioritaires de la politique de la ville sont aussi bien sûr concernés par le changement climatique, avec des vulnérabilités qui sont, comment dire, les concernent comme l'ensemble du territoire français, mais avec des effets cocktails sans doute, c'est-à-dire voilà, des effets qui s'additionnent à anticiper, c'est-à-dire que l'accroissement des jours de forte chaleur, donc a bien sûr une incidence sur la pollution de l'air, mais aussi une incidence qui a une incidence sur le bruit et sur la santé physique et mentale sans doute supérieure dans des quartiers extrêmement, qui sont plus
minéralisés et qui sont aujourd'hui concernés par des risques finalement qui s'additionnent, chaleur, pollution et bruit, et risques accrus pour les publics vulnérables, personnes âgées, enfants, personnes souffrant de maladies chroniques. Voilà, donc on a aussi effectivement à intégrer cette question de la santé et du bien-être des habitants, travailler sur les dimensions de la santé environnementale parce que ces quartiers, compte tenu de leur morphologie urbaine, paysagère, mais aussi de leur offre d'habitat, sont davantage vulnérables finalement aux effets du réchauffement climatique. Voilà, donc j'en ai terminé cette intervention. Merci beaucoup. Donc à Sabrina Aiello, donc, qui est chef de projet santé à la Meta, qui accompagne notamment des bailleurs sociaux et qui va nous faire un retour d'expérience sur un projet qui a été mené à Sevran, comme je l'évoquais en début, sur la création d'un tiers-lieu et d'habitat inclusif. C'est bon pour toi, Sabrina? Bon, merci Lucie. Bonjour à tous et à tous. Donc, effectivement, Sabrina Aguillo. Pour préciser, je suis chef de projet santé et vieillissement. Voilà. Donc, on va voulu préciser le terme vieillissement puisque c'est un gros enjeu pour les bailleurs. Et effectivement, je vais vous présenter un projet qui est quasiment terminé. En tout cas, il reste une dernière partie sur ce projet global de réhabilitation d'une résidence qui s'appelle la résidence Mazarik, située à Sevran, sur lequel on a expérimenté quelque chose d'assez nouveau, en tout cas pour nous et puis pour le bailleur pour lequel on a travaillé, autour d'une réhabilitation déjà de bâtiments existants, de logements sociaux, et de création d'un tiers-lieu et d'habitat inclusif. Voilà, donc oui. Je me permets, on t'entend moins bien que quand on a testé tout à l'heure. Ah mince, pourtant Ah, c'est beaucoup mieux là. c'est peut-être mes cheveux qui étaient devant mes écouteurs. Je peux me libérer, voilà. C'est bon là? Oui, c'est bon. Ok, super. Mais tu peux passer du coup à la slide suivante. Donc peut-être pour présenter rapidement la Meta, c'est un groupement d'intérêt économique créé il y a de ça déjà 8 ans par plusieurs bailleurs sociaux. Donc les bailleurs fondateurs sont Vilogia et Lille Métropole Habitat. Donc des bailleurs qui sont plutôt ancrés dans le nord de la France. Et qui ont souhaité du coup créer cet outil en fait pour piloter les projets de rénovation urbaine, les projets en rue, dans le cadre du coup de l'ANRU 2. Donc c'est un outil qui a pour objectif de mutualiser en fait un certain nombre de compétences autour de ces projets-là, puisqu'on sait que ça nécessite une expertise particulière étant donné voilà, la complexité de ces projets et puis aussi tout ce qui est aussi autour des financements de ces projets. Donc au sein de la Meta, on est organisé en 3 pôles. Il y a un pôle projet expérimentation dont je fais partie, un pôle financement qui s'occupe du coup de toute la partie sollicitation des financements auprès de l'ANRU notamment, et un pôle relogement qui est composé de chargés de relogement pour ceux qui sont en charge du coup de reloger les ménages qui sont concernés par des démolitions dans le cadre de l'ANRU. Voilà, donc c'est des projets qui sont souvent très complexes, juste pour des projets souvent complexes en interaction avec plusieurs bailleurs sociaux, et l'enjeu c'est pour nous de les conduire le mieux possible, d'aider les bailleurs en tout cas. Donc nous on fait l'interface entre l'ANRU, les collectivités et le bailleur. On pilote vraiment du coup pour le bailleur ces projets-là, et comme on l'a dit plusieurs reprises dans la première partie du webinaire, on travaille donc forcément sur des quartiers en rue, qui sont souvent du coup des QPV, des quartiers prioritaires de la politique de la ville, et sur lesquels il est aussi intéressant et pertinent d'expérimenter aussi de nouvelles choses, d'optimiser au maximum les projets pour tenir compte des transitions urbaines, transitions sociales, écologiques évidemment, et d'essayer voilà, de penser le projet de façon la plus optimale possible pour les habitants. Et pour finir sur la présentation de la Meta, je le disais, donc, on est plutôt... la plupart de mon équipe est basée à Villeneuve d'Ascq, dans le Nord, mais
on intervient aussi donc, pour le bailleur Veolia en Île-de-France. Et c'est à ce titre que je vais vous présenter un des projets. Et donc pour l'Île-de-France, on est Veolia a du patrimoine dans le 93, donc à Sevran, dont je vais vous parler, mais aussi au Blanc-Ménil, un gros projet en rue au Blanc-Ménil avec plus de logements concernés pour Veolia. Également dans le 91 à Épinay-sous-Sénart. Donc on a quand même aussi de quoi faire en Île-de-France de ce côté-là. Voilà, si tu peux passer à la slide d'après. Donc il y a 1 an et demi, on a décidé de créer mon poste. Moi, j'étais auparavant chef de projet renouvellement urbain. Donc je pilotais les projets en rue pour les bailleurs. Et du coup, le projet que je vous présentais nous a progressivement amené aussi à ces sujets-là de santé. Donc, on a décidé de créer une compétence dédiée au sein de la Méta pour accompagner les bailleurs. On s'est rendu compte qu'il y avait un besoin auprès des équipes des bailleurs autour de la montée en compétences sur ces enjeux-là, de vieillissement de la population et de santé au sens large, qui avait un peu des trous dans la raquette et nécessité d'être accompagnés, comme le dit aussi Alice Collet tout à l'heure, aussi parce qu'on travaille sur des quartiers qui sont concernés vraiment de près par des inégalités de santé, donc avec toutes les caractéristiques que rappelait Alice pour les habitants des QPV. C'était aussi l'idée, en créant ce poste, de se dire aussi que le bailleur, c'est pas que propriétaire de logements et gestionnaire de logements sociaux, il y a aussi toute la dimension acteur du territoire, et ça amène aussi à se poser la question des partenariats dont on a un petit peu parlé aussi, de comment est-ce qu'on ancre un projet dans un quartier, comment on répond à des besoins. Donc là, on va largement en parler à travers le projet de Sevran. Une nécessité aussi d'anticiper, bien sûr, tous les besoins, d'adapter les outils et de faire évoluer les process en interne. Donc, moi, je travaille sur les enjeux du vieillissement et je travaille autant avec la maîtrise d'ouvrage chez les bailleurs sociaux que la gestion locative. Il y a des enjeux aussi, tant en termes de développement de notre forme d'habitat adaptée pour le vieillissement, par exemple, de prise en compte des enjeux de santé quand on aménage des abords d'une résidence de logements sociaux. Donc là, on va plus travailler, en tout cas sur la partie maîtrise d'ouvrage pour définir un cahier des charges, etc. Mais on travaille aussi beaucoup avec le pôle gestion locative, donc pour faire évoluer les process, notamment sur comment est-ce qu'on adapte, comment est-ce qu'on tient compte des besoins d'adaptation des logements lorsqu'on n'est pas dans un programme de réhabilitation, comment est-ce qu'on fait en sorte de réfléchir à la sous-occupation aussi des logements. Souvent, on est concerné par des seniors qui occupent leur logement, des grands logements depuis des années, qui sont désormais tout seuls dans leur logement. Comment est-ce qu'en tant que bailleur social, on gère aussi ces enjeux-là, sachant qu'il y a une forte demande aussi de familles dans ces logements, dans ces grands logements. Donc c'est beaucoup de réflexions à mener en interne aussi et embarquer les équipes. Voilà, pour faire rapide. Et je précise que j'ai suivi, du coup, moi je suis urbaniste de formation et j'ai suivi du coup en 2024 avec la formation à l'école des hautes études en santé publique, diplôme d'établissement SPAT, santé publique et aménagement des territoires, qui m'a permis de monter aussi en compétence sur ces enjeux de santé en lien avec avec le renouvellement urbain notamment, en lien avec la ville en tout cas. Et à ce moment-là, en 2024, j'étais du coup, je ne sais pas s'il y en a eu depuis, mais en tout cas, il n'y avait pas eu de bailleurs sociaux qui avaient participé, et très peu d'acteurs finalement de l'urbanisme. Et donc, c'est aussi un jeu de pouvoir en parler. Donc, bon, là, j'imagine qu'il y a des bailleurs autour de cet écran, mais moi, j'essaye dès que je peux aussi de parler de cette formation, parce que chez les bailleurs, il y a encore quand même cette distinction entre santé et évidemment urbanisme. Et ce n'est pas encore acquis du tout de lier les deux. Donc, j'ai trouvé les précédentes interventions très intéressantes aussi, et je n'hésiterai pas à partager aussi en interne avec les bailleurs pour lesquels je travaille ce support de présentation. Voilà, pour la suite de la présentation, du coup, donc je vous parle d'un projet à Sevran. Sevran, c'est une ville qui est située au nord-est de Paris, à peu près à 20 km.
Dans le petit schéma que présentait Alice Collet tout à l'heure sur le trajet du RER B, on est plutôt du coup sur la partie rouge, tout au nord, donc la partie clairement avec des enjeux de santé importants. C'est le quartier Mons-le-Pont-Blanc, qui est situé à la gare RER Sevran-Beaudoc. Voilà, on est en plein QPV, quartier en rue, les projets urbains dans le cadre du projet NPNRE est en train aussi de se lancer. Je ne sais pas si vous voyez, je ne sais pas si tu peux montrer, Lucie, la résidence dont je parle, c'est le S à l'envers. Je n'ai pas la main. Le S à l'envers sur la partie centrale plutôt, encadré en blanc. Oui, voilà, là tu le montres, mais si tu peux le montrer sur la partie, voilà. Voilà, si un peu plus à gauche. C'est un S en 2 bâtiments en fait. Ça, c'est ouais, exactement, merci. C'est la résidence Mazaric qui donc appartient à Philogia, inscrite au NPNRU, et tout le reste de l'encadré blanc, c'est vraiment le projet NPNRU. Donc, il est prévu évidemment des réhabilitations de différents bailleurs, surtout sur la partie sud, et sur la partie nord qui est plutôt encadrée en orange. Là, un projet de diversification de logements, également déplacement d'une école et création d'un gymnase. Voilà, donc on est sur un quartier qui est clairement concerné par des évolutions urbaines à venir. Une résidence du coup qui s'inscrivait dans ce projet de transformation et également situé entre deux gros quartiers finalement, donc le quartier Sevran-Beaudoc, là où il va y avoir, les travaux sont en cours pour une gare Grand Paris Express et la ZAC Sevran Terre d'Avenir, que vous voyez à droite de l'encadré blanc, donc avec aussi des gros enjeux urbains. Donc un quartier vraiment entre deux gros projets et sur lesquels du coup, on a souhaité aussi une réflexion justement sur la place de cette résidence, comment faire en sorte qu'elle s'inscrive au mieux dans toutes ces évolutions et comment apporter à ce quartier aussi un nouveau dynamisme dans le cadre de ce projet. Si tu peux passer à la slide d'après. Donc voilà, c'est une réhabilitation, j'en ai parlé dans le cadre de l'ANRU. Ce qui est important aussi de dire, c'est qu'on s'inscrit dans une politique qui est comment dire, assez axée sur l'autonomie dans le cadre des politiques qui sont portées par le département de Seine-Saint-Denis, puisque ce département est particulièrement moteur sur les enjeux de prévention et d'autonomie. Et ils ont lancé une démarche quartier inclusif avec en fait, un certain nombre de quartiers dans le 93 sur lesquels ils ont réfléchi avec des bureaux d'études et évidemment les bailleurs et les aménageurs aux enjeux justement d'inclusivité, d'accessibilité. Donc ce quartier est concerné c'est un des périmètres délimités. Et en parallèle, ils ont lancé aussi en 2020 un projet de développement de tiers-lieux. Donc nous, on s'inscrit complètement là-dedans. Développement de tiers-lieux à l'échelle du département avec l'objectif du coup de créer un réseau en fait de tiers-lieux, qu'ils appellent des tiers-lieux autonomes, qui sont, donc, je ne sais pas si tout le monde est familier des termes tiers-lieux, mais en gros, ce sont des espaces qui sont ouverts, des locaux qui sont ouverts au public, qui sont souvent hybrides avec différentes fonctions, différentes parties prenantes dans ces tiers-lieux, avec l'idée de répondre aux besoins des habitants. Et ce qu'a souhaité la coloration particulière portée par le département sur ce type de lieu, c'était du coup de porter, de développer des partenariats de l'autonomie des habitants, avec un fil rouge senior, personnes en situation de handicap, pour répondre aux enjeux dont parlait notamment Alice tout à l'heure sur le besoin en termes d'accès aux soins, d'orientation, d'accompagnement de ces publics, en particulier dans ces quartiers-là. De notre côté, du coup, la META, donc on a accompagné Philogia sur ce projet en rue et on avait une opportunité qui est quand même relativement exceptionnelle pour un projet tel que celui-là, qui était d'avoir des rez-de-chaussée qui étaient vacants
et qui surtout étaient murés, condamnés. On avait des caves, en fait, des locaux techniques qui avaient été murés au début des années 2000 pour des questions d'insécurité, de mésusage. Et donc, dans le cadre de notre réflexion, dans le cadre de l'ANRU, on s'est forcément tout de suite demandé ce qu'on pouvait faire, comment on pouvait réactiver en fait ces rez-de-chaussée, puisqu'on avait à peu près 600 mètres carrés de surface potentiellement disponible pour créer un nouveau projet. Donc, on a tout de suite intégré ça dans la réflexion et en parallèle, on a développé aussi, on a identifié des enjeux qui étaient donc celui du vieillissement de la population. On le savait au niveau national, on le savait aussi au niveau du quartier. On a regardé les chiffres d'occupation de la résidence. On avait 28% de résidents de personnes de 60 ans et plus. Une à côté, c'est le petit C que vous voyez sur la photo, juste à côté. Donc, un enjeu aussi du vieillissement, voilà, d'accompagnement dans le cadre de ce projet. Donc ça, c'était le premier enjeu. Et puis, on avait aussi l'enjeu dont je parlais tout à l'heure, de dynamiser aussi le quartier en apportant quelque chose de nouveau, un projet qui soit ancré sur le tissu urbain, sur le maillage partenarial aussi. Et pour nous, en tant que bailleurs, se poser la question de réfléchir à des occupations des locaux en rez-de-chaussée, puisque souvent dans les quartiers, au pied de nos immeubles, on a des locaux qui peuvent exister, mais qui sont parfois dysfonctionnels. Souvent, on perd aussi la connaissance de ce qui s'y passe. Ça peut très vite être finalement pas tant au service des habitants. Il y a un peu une perte en ligne sur ce qui se passe dans ces locaux. Donc, on a souhaité en interne aussi réfléchir à tout ça, à des nouveaux mécanismes de gestion et de coopération autour de ces rez-de-chaussée. Slide d'après. Sabrina, est-ce que tu peux accélérer? Oui, ouais, je fais vite. Voilà, du coup, c'est la démarche quartier inclusif dont je parlais. Vous pouvez trouver des choses en ligne. Je ne précise pas du coup. En tout cas, c'était pour parler du fait que le département est quand même assez moteur et nous accompagne beaucoup aussi sur ces enjeux-là. La slide d'après. Voilà, donc on avait on s'est dit on va créer des logements puisqu'on est bailleur social. Des logements adaptés, puisqu'on était en rez-de-chaussée, donc pas rarement l'opportunité d'avoir des logements en rez-de-chaussée. Donc là, très vite, on s'est dit logement adapté à la perte d'autonomie, ciblé seniors ou personnes en situation de handicap. Lorsqu'on pense logement adapté, rez-de-chaussée, en QPV, on peut aussi se dire que c'est pas forcément très attractif pour des personnes vieillissantes ou dépendantes. Donc, on s'est très vite aussi posé la question de l'accompagnement de l'offre à apporter aussi à ces personnes. Si on fait venir des seniors sur ce quartier, qu'est-ce qu'on leur propose en échange pour rendre attractifs nos logements, pour éviter la vacance? En même temps, on commençait à parler beaucoup de l'habitat inclusif. Enfin, ça existait déjà, mais il y a eu un peu un essor quand même ces dernières années. Et on a décidé de mettre en place un partenariat avec un service d'aide à domicile, avec qui on a co-créé le projet en fait d'habitat inclusif. Donc, on a fléché des logements spécifiques pour les dédier plus tard à des personnes seniors ou personnes en situation de handicap. Ce projet, du coup, l'habitat inclusif nécessite, je ne sais pas si vous êtes familier du terme, mais c'est donc un dispositif avec des logements adaptés, mais aussi tout un projet de vie sociale et partagée entre les habitants. Et ce projet doit avoir lieu dans un local qu'on doit créer en rez-de-chaussée de nos immeubles, si on souhaite faire ce type de dispositif. Donc, on a défini ensuite l'existence d'un local. Et si tu peux passer à la slide d'après. Ensuite, on a tiré un peu le fil de ça. On s'est dit, on va faire un local, mais du coup, peut-être qu'on pourrait ouvrir ce local, la slide d'après encore, ouvrir ce local à d'autres personnes. Et c'est là que le département a lancé aussi son premier AMI tiers-lieu dans mon quartier. Et donc, on a décidé d'y répondre à cet AMI et de créer un espace bien plus vaste, d'essayer de répondre à des besoins aussi plus vastes sur le quartier. Je parle plus tard de comment est-ce qu'on a fait en termes de méthodologie. Je ne sais pas si j'aurai le temps de m'y attarder, mais en tout cas, il a fallu, vous pouvez vous en douter,
pas mal de temps d'échange avec les élus, avec la ville et les différents acteurs locaux, puisqu'on souhaitait vraiment que ce projet ne soit pas porté uniquement par Veolia. C'était l'idée de monter ça en partenariat par rapport aux enjeux de gestion dont je parlais tout à l'heure. C'était aussi l'idée, voilà, on crée un tiers-lieu. Ce tiers-lieu, il va être grand puisqu'il fait 400 mètres carrés. Nous, on met à disposition les locaux, mais par contre, il faut que tout le monde se mette aussi dans l'aventure, quoi. Donc, on a fait un gros travail de mobilisation. On a fait appel à une association qui s'appelle la 27e région, qui nous a aidé à travailler sur les enjeux, voilà, de mobilisation, de gouvernance. Et on a plutôt réussi à embarquer les acteurs locaux. Ce tiers-lieu, aujourd'hui, il est composé d'une épicerie sociale qui est gérée par le CPS de la ville de Sevran, un atelier de bricolage qui est géré par l'association des compagnons bâtisseurs. Et dedans, dans le tiers-lieu, il y a aussi l'espace géré par Vita Alliance qui donne lieu du coup aux moments de vie partagés entre les habitants des logements inclusifs. Donc, vous voyez ici le schéma, le zoning, à quoi ça peut ressembler. On a fait avec les contraintes du bâtiment, donc il a une drôle de forme. Mais en tout cas, il est grand, il fait 400 mètres carrés et donc il est très occupé. Ce lieu, il vit depuis 1 an déjà. On tire un bilan vraiment très positif à seulement 1 an d'ouverture, sans doute aussi lié au fait qu'on a mobilisé beaucoup les gens, les acteurs locaux. On s'y est pris bien en avance, même trop, hein, je dirais, puisqu'on a commencé quand même la mobilisation à partir de 2021-22. Donc, c'était aussi très long en termes d'attente pour les usagers à venir, puisqu'il a fallu, évidemment, il y a eu du retard des travaux, etc. Donc, ça a été tout un truc. Mais aujourd'hui, ce lieu vit vraiment très, très bien. Donc, il s'y passe énormément de choses. Vous pourrez regarder aussi sur Internet si vous êtes intéressé. Mais au-delà des activités dont je parle, qui sont les acteurs un peu socles et permanents du tiers-lieu, évidemment, il y a énormément de choses aussi. Il y a des permanences du PINS, par exemple, pour l'aide administrative. Il y a des ateliers de prévention pour les seniors qu'on fait avec le PRIF, donc à travers avec l'assurance retraite. Des cours de français langue étrangère, des cours d'aide aux devoirs, de l'aide aux devoirs, des repas partagés. Voilà, à peu près 2-3 animations par jour, énormément de participants, d'habitants qui participent et qui rayonnent évidemment bien au-delà de notre résidence. C'était tout l'enjeu aussi d'ouvrir ce lieu au public. Il est ouvert tous les jours. Et avec toujours cette coloration, personne en perte d'autonomie. Voilà, l'idée, c'était aussi de rompre l'isolement social. Donc, c'est aussi faire des forums santé, des activités et aussi de l'aller vers les habitants qui ne viendraient pas. Il y a des services civiques qui viennent d'arriver, qui sont plutôt axés seniors, c'est avec le dispositif SC2S. Et voilà, donc ça continue, c'est perfectible, mais en tout cas, ça démarre plutôt bien et c'est aussi bénéfique pour le bailleur, puisque on parlait tout à l'heure un peu, tu l'as rapidement évoqué, Lucie, mais on n'a pas encore fait, nous, la mesure d'impact. Ce serait l'idéal d'avoir une mesure d'impact social, puisque c'est très quantifiable l'intérêt pour le bailleur en fait, de ce type de projet. Hein. Voilà. À part voilà, dire une fois qu'on a dit le nombre d'animations, etc., comment est-ce qu'on touche les habitants, c'est difficile de le quantifier. Donc, on est en plein bilan en fait, de l'expérimentation, au retour d'expérience. Donc, l'idée, c'est aussi d'aller enquêter, aussi d'aller faire des questionnaires auprès des habitants pour savoir ce qu'ils en tirent aussi de ce lieu. Ce qui est positif aussi pour le bailleur, c'était que le gardien est beaucoup moins seul. Il est vraiment du coup intégré dans tout un écosystème. Et il a choisi lui-même d'adhérer à l'association du tiers-lieu pour être complètement aussi acteur de ce lieu. Il y a aussi des médecins du quartier qui ont décidé de rejoindre l'association récemment. Et ça, c'est vraiment pour nous une énorme réussite, parce que c'était tout l'enjeu aussi de relier la santé, les acteurs de la santé à ce projet. Eh ben, écoutez, merci beaucoup. Donc oui, je suis assisté d'Angelina Pio, qui est la directrice de l'action sociale.
qui mettra peut-être un petit coup de coude pendant ce webinaire si je dis une ânerie ou deux. Vous savez, en quelques mots, la ville de Darnétal, donc c'est un peu moins de 10 000 habitants, donc c'est une toute petite commune avec un QPV, le parc du Robec, donc qui compte un peu moins de 2 000 habitants, que Monsieur Gagza connaît très bien, et pour lequel donc le renouvellement urbain, évidemment, il a été lancé avant que je sois maire, puisqu'on est sur une opération au long cours, mais j'étais déjà élu à cette époque-là, et pour rien vous cacher, j'ai même grandi dans ce quartier, donc je le connais particulièrement bien, et je l'ai vu évoluer. On s'est posé évidemment plusieurs questions sur ce témoignage. Le premier, c'est quels sont les constats, les besoins finalement qui nous ont conduits à avoir une réflexion sur la santé et plus largement le cadre de vie dans le cadre du renouvellement urbain. Alors vous le disiez tout à l'heure sur l'intervention avec Alice Collet, je crois. Quand on parle renouvellement urbain, on pense pas tout de suite aux questions de santé. Je pense que c'est venu après finalement. Pour nous aussi, c'est venu après. D'abord, on a pensé bâti, urbanisation, aménagement, et c'est venu après. On a deux diagnostics qui ont été assez marquants pour notre commune. C'est 2013-2019 qui nous ont tout simplement montrer avec des chiffres ce qu'on savait plus ou moins déjà, à savoir des indicateurs de santé très dégradés. Mais évidemment, c'est le cas de nombreux QPV. La ville de Darnétal, qui est insérée dans la métropole Rouen-Normandie, a un QPV qui a les indicateurs de santé les plus dégradés. Pour faire simple, le tableau, il est ainsi, avec un taux de mortalité prématuré 2 fois supérieur à la moyenne nationale, mais ça, c'est à peu près partout pareil. Et puis on a une commune voisine, Bois-Guillaume, une commune plutôt favorisée, dans laquelle finalement on vit 14 ans de plus quand on est un homme. Donc c'était assez marquant. C'est-à-dire que on passe la frontière de Darnétal, on vit 14 ans de plus. Schématiquement, c'était assez fort pour nous. Donc voilà un petit peu ce qui nous a poussé à s'investir davantage sur les questions de santé et de cadre de vie. On a eu pas mal de consultations avec les habitants. C'est toute la richesse de l'ANRU et du renouvellement urbain, des consultations qui ont mis au jour trois axes importants. La tranquillité publique, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, sur les questions de santé, le fait de vivre dans un environnement où on se sent en sécurité, même s'il n'y a pas forcément des problématiques de sécurité importantes, mais tout du moins où on a un sentiment d'insécurité qui recule. Un cadre de vie, on en a parlé, favorable, moins bétonné, plus vert. Et puis, évidemment, la propreté. C'est un sujet qu'on évoque souvent dans les QPV. Le sujet de la propreté dans ces quartiers est vraiment très prégnant et pose des questions sur la santé plus largement. Donc voilà un peu ce que je pouvais vous dire sur les constats, parce que je vais essayer d'être le plus concis possible. On avait également un quartier qui était figé depuis à peu près 40 ans. 40-50 ans, puisque moi alors j'ai pas 40 ans, mais j'en suis pas loin, et je suis quasiment né dans ce quartier, et donc il avait jamais changé depuis le début de l'ANRU. Donc au moins 40 ans figés dans le passé, avec finalement des immeubles avec un parking géant. À quelque chose près, c'était ça. Donc des îlots de chaleur très forts, un quartier fermé sur lui-même, avec finalement des infrastructures très vieillissantes à l'intérieur. Donc voilà, tout ça nous a poussé évidemment à se lancer dans une démarche de renouvellement urbain avec des questions de santé. Et une deuxième question qu'on s'est posée, c'était pour témoigner quel était finalement l'intérêt de la collectivité à travailler sur des projets de santé dans ce QPV. Et ben, le premier, c'est que finalement, le CCS de la ville de Darnétal est la première porte d'entrée. Quand on a des problématiques de santé, elles se retrouvent systématiquement au CCAS. Qui est très présent sur la ville de Darnétal, puisque depuis quelques semaines, quelques mois, il est en plein cœur du QPV. Il a été délocalisé en plein cœur du QPV. Et donc, l'un des premiers projets qu'on a pu mener avec l'aide d'un bailleur social, c'était de réaménager l'ensemble d'un pied d'immeuble, une grande tour de 18 étages, la plus grande de la ville, pour y installer un cabinet médical. On avait déjà des médecins sur le quartier prioritaire, mais qui étaient dans des locaux vraiment pas adaptés, avec un risque de départ, peu d'attractivité, peu d'accessibilité également, pas d'ascenseur en l'occurrence.
Et donc, on a pu travailler avec un bailleur social sur un projet d'aménagement en rez-de-chaussée d'un cabinet médical, donc qui accueille aujourd'hui plusieurs médecins, des jeunes médecins, avec voilà, des problématiques qui ont été complètement effacées, donc l'accessibilité, l'environnement, le stationnement autour, qui nous ont permis finalement de sanctuariser la présence de médecins dans ce quartier, tout en sachant que sur la ville de Darnétal et sur le QPV plus largement, on a une exception, c'est qu'on n'a pas de fragilité en matière d'accès aux soins en tant que tel, puisqu'il y a suffisamment de médecins à Darnétal, on a un hôpital en plein cœur de Darnétal également, mais c'était vraiment un projet important qui venait en plus résoudre une difficulté de sûreté, puisque ce grand hall immense sur cette tour était squatté, dégradé régulièrement. Donc on y a affecté un autre usage. Et aujourd'hui, c'est un lieu qui vit très bien, pour lequel on a plus de problème, puisqu'il y a de la vie au quotidien. Les gens peuvent aller facilement, quelle que soit leur pathologie, accéder au cabinet médical en piéton. Voilà, il y a un accès direct, donc c'est plutôt une très bonne chose. Et je me permets de dire que euh, en tant que maire, on a finalement très peu de compétences en matière de santé, hein. L'État et notamment l'ARS qui prend le relais. Nous, on va plutôt essayer d'actionner des leviers. C'est ce qu'on a fait sur ce projet en allant questionner le bailleur social, questionner, et c'est d'ailleurs Angelina Piu qui a été questionné directement les médecins, pour savoir si finalement ça pouvait coller, est-ce que ce projet peut matcher. Et puis nous, après, une fois que tout le monde est d'accord, on met en réseau et puis ça fonctionne et puis on accompagne, on rassure. Voilà, c'est vraiment sur ce projet le levier que nous, on avait. On a également un deuxième gros projet en matière de santé qui a été, depuis le mois de février, l'ouverture de notre centre social. Alors ça vient évidemment d'un souhait des habitants, mais aussi d'un souhait de l'État, avec notamment la CNAF, d'avoir des centres sociaux dans tous les quartiers prioritaires politiques de la ville. Ce centre social, il est pour nous très important, puisqu'il a permis de centraliser toutes nos actions en matière de santé. On avait et on a toujours eu un certain nombre d'actions sur la santé, mais ça a permis de les centraliser, de les mettre finalement sur un projet global avec des actions sur le sport santé, sur l'alimentation, sur les addictions. Qui se déroulent essentiellement au sein du centre social ou qui sont délocalisés tout autour avec des infrastructures à proximité. Donc ça, c'est vraiment pour nous une opportunité. Et puis, ça me permet de faire le lien sur une démarche sur laquelle on est en train de réfléchir, hein, sur notamment les centres sociaux promoteurs de santé, qui est une démarche assez récente sur laquelle on est en train de se renseigner parce qu'on a tout à y gagner. On est la première porte d'entrée en matière de santé. On connaît les habitants, on connaît les acteurs. Donc l'idée, c'est d'essayer de mettre tout le monde en réseau pour favoriser les actions de santé. Donc voilà, c'est aussi dans la continuité de ce centre social une démarche sur laquelle on est en train de réfléchir. Voilà, au fur et à mesure que les choses avancent, on trouve de nouveaux leviers et celle-ci en fait évidemment partie. Une autre petite chose sur la santé, on parlait du cadre de vie tout à l'heure. Il faut imaginer, comme tous les QPV avant en rue, un quartier très bétonné, beaucoup d'îlots de chaleur, peu d'arbres, peu d'espaces verts. On a plus d'une centaine d'arbres qui ont été plantés dans le cadre de cet aménagement urbain, un jardin traversant qui a été créé. Tous les logements qui ont été entièrement rénovés, hein, une rénovation thermique globale, la pose d'ascenseurs sur quasiment l'ensemble des logements qui en étaient dépourvus, des résidentialisations de pieds d'immeubles, le raccordement, on en parlait tout à l'heure, au chauffage urbain qui est plutôt vertueux en termes d'énergie, la renaturation de l'école, ça a été la première de l'école du quartier prioritaire, hein, l'école Jules Ferry. Les travaux de rénovation de notre piscine aussi, qui est en plein milieu du quartier prioritaire. Donc voilà, toutes ces choses-là ont permis d'améliorer significativement le cadre de vie. Dès aujourd'hui, nous, on est en fin de renouvellement urbain. On sent déjà un certain nombre de choses, d'indicateurs qui nous montrent que le quartier vit de mieux en mieux. On aura probablement fini l'essentiel de l'ANRU courant d'année prochaine. On a vraiment un cadre de vie qui s'est amélioré. Là où on doit, je pense, collectivement rester vigilant, c'est
comment on permet aux habitants de s'approprier ce nouvel environnement. Parce que ça a été à un moment donné l'écueil du renouvellement urbain. On fait quelque chose de beau, et comment on permet aux habitants de se l'approprier, de vivre avec, de le faire évoluer. Ça va être l'attention qu'on aura sur les mois et les années qui viennent, parce que faire du beau, c'est bien, mais il faut que ça vive. Et on en parlait hein, sur le cadre de vie en matière de santé. Moi, je crois profondément que quand on peut sortir de chez soi, accéder à un parc, accéder à une rivière, puisqu'on a aussi une rivière qui borde ce parc du Robec, c'est vraiment des éléments qui, au quotidien, vont améliorer la santé mentale, permettre aux enfants, aux mamans de trouver des lieux où ils peuvent se retrouver ensemble collectivement sans gêner le voisinage, parce que c'est souvent une problématique qu'on rencontre. On a d'ailleurs, à ce titre, ouvert et détruit un pan d'immeuble pour ouvrir le quartier sur une rivière, puisque voilà, c'était quand même assez important pour nous. Donc voilà, cette petite vigilance. Et puis sur le cadre de vie, en matière de santé, le renforcement évidemment de la politique de la tranquillité publique avec bah voilà, hein, l'installation de vidéoprotection, la présence de médiateurs sur le quartier de manière quotidienne, qui viennent à la rencontre des familles, qui voilà, qui sont aussi les premiers à pouvoir aider les services municipaux à mettre en place des politiques sur la gestion de la pollution avec les déchets, avec la présence des rats qu'on rencontre souvent dans les QPV. Donc voilà un peu ce que je pouvais vous dire sur l'intérêt à travailler sur les questions de santé à Darnétal. On verra dans les mois et dans les années qui viennent sur l'analyse des besoins sociaux qu'on a commandé là pour la fin de l'année. Bah, quels sont les indicateurs, puisque un certain nombre de quartiers enfin de secteurs dans le QPV sont finis en termes de travaux depuis maintenant quelques temps. On verra si des évolutions évidemment avancent. On n'en a pas parlé, hein, mais évidemment sur ce quartier prioritaire, on a la chance à Darnétal d'avoir fait le choix de concentrer nos infrastructures publiques dans le QPV, puisqu'on a une école municipale de musique, une bibliothèque, une école, une maison de la petite enfance, une piscine, des installations sportives. En fait, quasiment toutes nos infrastructures municipales sont dans le QPV, ce qui est assez rare, mais c'est ce qui nous permet finalement d'amener de la mixité et de permettre à tout à chacun dans ce QPV d'accéder bah, aux différents services possibles. Maintenant, encore faut-il les amener, puisque c'est pas parce qu'on a une infrastructure culturelle en face de chez soi qu'on va y aller. Donc à nous de travailler sur les freins, sur les leviers pour que chacun et chacune y accède. Voilà ce que je pouvais vous dire. Je vais sans doute oublier des choses, Madame Non, Pio. c'est bien. On avait également un autre sujet voilà, sur l'influence et sur le regard finalement que la santé a eu sur d'autres projets qu'on a pu mener. Euh, je crois que comme dans tous les projets, ce qui est vraiment important, c'est de veiller à penser globalement le projet. D'ailleurs, c'est un peu la jeunesse de l'ANRU, hein, c'est d'avoir un projet global, quel que soit le projet, hein, quelle que soit sa taille, quelle que soit sa dimension, mais encore plus quand on parle de santé, il faut le penser globalement, réussir à mobiliser tous les acteurs associatifs, les acteurs de santé, l'agence régionale de santé, les médecins, l'hôpital, puisqu'on a la chance d'avoir un hôpital sur la commune, bah, pour faire en sorte que ce projet il avance dans le bon sens. Et puis, évidemment, consulter les habitants. Alors, ça paraît évident, mais c'est pas facile dans un QPV de consulter les habitants. On a souvent dans les quartiers prioritaires un groupe d'habitants historiques qui est très demandeur, qui participe beaucoup, mais qui finalement peut aussi effacer tous les invisibles, toutes celles et ceux qu'on n'arrive pas à aller chercher et qui ont pourtant plein de choses à faire valoir. Donc là, je pense qu'il faut s'appuyer sur les acteurs locaux, hein. Je pense aux clubs de prévention, je pense aux associations locales. Il faut les écouter parce que eux, au quotidien, voient ces invisibles.
les écoles. Quand il y a une école dans un QPV, l'école, c'est le lieu de vie, donc il faut y être très attentif. Donc voilà, penser globalement le projet, travailler avec tous les partenaires en réseau et puis donner la parole aux habitants sous toutes les formes possibles et imaginables, y compris avec évidemment les nouvelles technologies qu'on peut avoir à droite et à gauche. Et puis reconsulter régulièrement parce que ce qu'on a entendu 5 ou 6 ans précédemment pas forcément et plus forcément valable aujourd'hui, notamment sur l'accès aux soins, hein, parce que même si vous avez des médecins à proximité, pour autant, on peut avoir des difficultés financières par méconnaissance, parce qu'aujourd'hui, il y a aussi plein de dispositifs sur le 100% santé qui permettent à tout à chacun d'accéder à des soins, mais on n'est pas forcément au fait de ces choses-là, donc il faut qu'il y ait un accompagnement voilà, sur comment on démocratise, si je puis dire, la santé pour les publics les plus fragiles, y compris ceux issus de l'immigration, pour lesquels c'est forcément très compliqué. Un dernier petit point, si vous me le permettez, on s'est posé la question des conseils qu'on pourrait donner. Alors, c'est pas forcément évident parce que on n'est pas certain d'avoir fait les choses exactement comme il fallait, mais on a fait comme on le pouvait pour intégrer ces questions de santé dans les projets de rénovation urbaine. Euh, il y avait un sujet, et c'est Madame Piu, Angelina, qui m'en a parlé régulièrement, c'est sur le vocabulaire utilisé. Quand on parle de renouvellement urbain, on peut parler de candélabres, de trottoirs filants, D'enrobé. d'enrobés, etc. Et en fait, on se rend compte que pour beaucoup, ces termes-là, mais ils sont difficiles à comprendre. Donc c'est voilà, comment vulgariser finalement tout ce qu'on peut évoquer avec les habitants, parce que sinon on va dans un premier temps créer une frontière, et puis dans un deuxième temps, finalement, on va les décourager parce qu'ils vont se dire la prochaine fois on viendra peut-être pas parce qu'on comprend rien, et puisque finalement on a l'impression d'être nul, de pas répondre présent intellectuellement. Donc voilà, ce sujet de la vulgarisation de tous les enjeux sur le cadre de vie et la santé, moi, me paraît très important. D'autant plus quand on sait que c'est ce public-là absolument qu'on cherche. Les personnes qui viennent à des consultations ou à des réunions publiques sont en général des personnes qui, dans la majorité des cas, sont en capacité de comprendre ou qui sont très investis dans le quartier, donc ils vont rester accrochés. Et tous les autres, si on arrive à les toucher une fois, il faut absolument les garder. Et donc, voilà, la vulgarisation, la facilitation du vocabulaire pour ces personnes-là est selon moi et selon nous très importante en matière de projets de rénovation urbaine sur les enjeux de santé. Et puis, on en a pas beaucoup parlé, mais finalement, les travailleurs sociaux, qui sont en général très présents sur ces QPV. Alors, je pense évidemment au CCS et aux assistantes sociales du CCS, mais je pense aussi aux centres médico-sociaux, aux CMP ou CMPP, qui, eux, pour le coup, traitent les questions de santé assez fréquemment, sont également très importants et peuvent apporter un éclairage qu'on n'a pas forcément, puisqu'ils sont souvent sous le sceau de la confidentialité, mais peuvent avoir un éclairage très fort sur voilà, les besoins prioritaires en matière de santé sur le territoire, qu'ils soient en QPV ou en territoire vécu autour du QPV d'ailleurs. Voilà ce que... Bonjour à toutes et à tous. Moi, j'ai personne pour donner des coups de coude, donc je vais essayer de ne pas vous dire de bêtises non plus. J'interviens souvent dans évidemment les actions déployées par le Centre de ressources politiques de la ville, plutôt en qualité de directrice du CRPV. Mais aujourd'hui, j'interviens en fait avec une autre casquette qui est celle de représenter la conférence régionale de la santé et de l'autonomie.
dont j'ai l'honneur de présider ce collectif depuis du coup octobre 2021. La mandature actuelle, elle va se terminer en septembre prochain. Alors, je ne sais pas si toutes les personnes connectées savent ce que c'est que la Conférence régionale de la santé et de l'autonomie, qui dans son sigle s'appelle la CRSA. Ben, la CRSA, c'est un espace dit de démocratie en santé, euh, qui rassemble aux côtés du coup d'un certain nombre de partenaires qui ont des mandats de représentation, mais qui rassemble essentiellement les parties prenantes du système de santé. Et sur la diapositive qui vous est projetée, vous voyez ce qu'on entend en fait par terme partie prenante du système de santé. Le premier collège qui est représenté, c'est celui des collectivités territoriales. Et je remercie beaucoup l'élu de Darnétal pour avoir illustré à travers son propos à quel point les élus sont des acteurs de santé et des acteurs du système de santé. Finalement, pour moi, c'est quand je verbalise un petit peu la manière dont, pour moi, l'élu joue un rôle central en matière de santé, pour moi, c'est le garant de la cohérence territoriale de l'action finalement publique. C'est lui qui est effectivement en capacité, et ça a été bien illustré dans son propos, d'activer des systèmes d'acteurs au local, de mobiliser des institutions, de faire le lien avec les habitants, même si effectivement, c'est pas toujours facile. C'est vraiment à cette échelle-là que que tout ça se travaille. Et donc pour nous, et même si je dois faire l'aveu que parmi ce collège, on a plutôt une bonne représentation des collectivités territoriales au niveau régional et départemental, et qu'elle est malheureusement un petit peu moins bonne au niveau des intercommunalités et des villes, vous voyez que c'est le premier collège, donc ça montre à quel point voilà, c'est un collège qui est essentiel au fonctionnement du système de santé global. Le deuxième collège, c'est celui des usagers du système de santé, qui ont ici des représentants, à la fois usagers au sens, on va dire, du système de soins, mais aussi des établissements et services du champ du handicap, du champ du vieillissement. Enfin, voilà, donc on a un système de représentation et un collège dédié à la représentation des usagers. On a un lien aussi avec un outil de démocratie en santé qui est plus territorial, qui sont les conférences territoriales de santé, qui visent à avoir une approche plus fine que la dimension régionale. Les partenaires sociaux, le collège des acteurs de la cohésion et de la protection sociale, le collège dont Promotion Santé Normandie d'ailleurs et l'ORS CREAI Normandie font partie, le collège des acteurs de la prévention et de l'éducation pour la santé. Et puis tous les offreurs de services, établissements de santé, professionnels de ville, établissements du champ du handicap, du champ du vieillissement. Et puis, on a un collège qui est tout petit, puisqu'il y a 2 personnes à l'intérieur, dit de personnes qualifiées. Et puis, la façon de travailler, peut-être c'est un peu contre-intuitif par rapport à ce que je vais vous dire dans le prolongement, c'est d'avoir des approches un petit peu, je dirais, segmentées. On va regarder avec l'Axos comment s'organisent les soins, avec la CSP, comment on peut travailler sur les enjeux de prévention et de promotion de la santé, avec l'AXAMS, comment on travaille tout ce qui est champ de l'action médico-sociale, personnes âgées, personnes handicapées, et puis une commission qui a une vocation un peu plus transversale, qui est la commission spécialisée sur le respect des droits des usagers, la CSDU. Donc vous voyez qu'on a une approche qui pourrait paraître un petit peu cloisonnée. Tout l'enjeu pour moi, pour cette conférence, c'est à la fois effectivement d'être un outil au service de la démocratie en santé, dans cet enjeu démocratique, que chacun y trouve sa place, d'être dans vraiment une démarche participative. Et vous voyez que l'objectif global, c'est de mettre autour de la table toutes les parties prenantes, y compris les usagers de ces offres de services. Et c'est un peu une gageure parce qu'effectivement, on a beaucoup d'approches avec des experts autour de la table. Donc, il y a un vrai travail pour moi pour que la parole des représentants des usagers, elle ait le même poids que celle des autres. Et c'est essentiel dans le fonctionnement de cette instance. Donc, il y a un enjeu démocratique. Mais il n'y a pas qu'un enjeu démocratique à mettre les usagers et leurs représentants autour de la table. Il y a aussi un enjeu de qualité de service.
il n'y a pas plus connaisseurs de leurs besoins que les usagers de notre système de santé. Donc, c'est aussi un gage de qualité de l'offre de service que de les avoir autour de la table pour penser les organisations, penser la manière oui, de planifier et d'organiser les services de santé au sens large. L'autre gageur, c'est de lutter contre la fragmentation de notre système de santé, qui est, et on le voit, si on se contentait d'avoir ce fonctionnement par commission spécialisée, on contribuerait par notre fonctionnement à la fragmentation de l'approche de notre système de santé et d'aller plutôt vers des approches intégrées. Je pense que moi, j'ai pas pu écouter tous les échanges de la matinée, mais dans ce que j'ai pu comprendre du projet de Sevran et dans ce que j'ai entendu de la façon de travailler sur le territoire de Darnétal, il y a vraiment l'idée d'avoir des approches les plus intégrées possibles. Et je dirais, le sujet santé, il est des fois fragmenté en son sein, c'est-à-dire qu'on va avoir tout ce qui relève de la prévention et de la promotion de la santé, puis après on va regarder, bon, on a un problème de santé, il faut soigner les gens, on va regarder l'organisation de l'offre de soins, et puis peut-être il y a besoin d'un accompagnement médico-social, alors on va regarder les accompagnements qu'il faut mettre en place. Or, un individu, il va passer par toutes ces phases dans sa vie. Il n'est pas, bon, certes, on dit que toute personne bien portante est un malade qui s'ignore, mais en fait, il n'est pas tout le temps, il n'est pas tout le temps avec une problématique de santé. Et tout l'enjeu, c'est d'avoir un continuum de réflexion et de travail qui intègre à la fois cette dimension promotion de la santé, finalement, comment on préserve, voire on booste le capital santé de chacun. Et puis, quand on a besoin de soins ou d'un accompagnement, comment effectivement l'offre de services se met en place pour répondre à ces besoins. Donc, approche intégrée, c'est pas ce qu'il y a de plus facile, mais c'est le vrai enjeu. Et puis, exercice démocratique. Je pense que c'est vraiment sur ces deux pans qu'on atteindra finalement, enfin, ou en tout cas qu'on se donnera plus de chances d'atteindre l'objectif central des ARS lorsqu'elles ont été mises en place en 2010, c'était de contribuer à la réduction des inégalités sociales et territoriales de santé, hein. C'était vraiment l'objet, ou en tout cas l'enjeu majeur de leur mise en place. Et finalement, pour que ce soit pas, entre guillemets, qu'un slogan, derrière, il faut effectivement intégrer les dimensions que j'ai entendues ce matin, c'est-à-dire des approches équitables. On parle aussi d'universalisme proportionné, c'est-à-dire faire plus ou faire différemment pour les publics qui sont plus éloignés du système de santé, qui sont plus fragiles de manière durable ou de manière ponctuelle. Ça veut dire aussi se dire qu'il faut agir le plus tôt possible. Alors, effectivement, il y a l'idée d'agir précocement, de toucher les plus jeunes publics dans leur milieu de vie, etc. Mais il y a aussi l'idée, quand il y a un problème, de le détecter le plus tôt possible. Et dans cette détection des premiers signes de fragilisation, évidemment que les soignants sont en première ligne, mais ils ne sont pas tout seuls. Tous les acteurs du travail social sont aux premières loges pour identifier des besoins d'accompagnement ou de soins qui se manifestent, on va dire. Et puis, effectivement, favoriser les approches globales, intersectorielles, qui dépassent la question de l'organisation des soins. On ne résoudra pas les problèmes de santé d'un territoire en installant une offre en professionnel sur un territoire, ça y contribue, mais tout l'enjeu, c'est d'intégrer aussi tout ce qui vous a été présenté ce matin, c'est-à-dire une action sur l'ensemble des déterminants et de favoriser une approche la plus intégrée possible. Je trouve que les retours d'expérience que vous avez eus étaient très illustratifs de ça. On a en France un système d'action publique qui est extrêmement cloisonné, extrêmement sectorisé, et tout l'enjeu pour moi, c'est de remettre du lien entre tout ça. Et pour mettre du lien entre tout ça, rien de mieux qu'un travail au local où les élus et les acteurs locaux prennent leur pleine place, à la fois dans le diagnostic des besoins, mais aussi dans la mise en œuvre des solutions. Voilà.
tous. Nathalie Lucas, donc en charge de la prévention et de la promotion de la santé sur le champ de la santé-environnement au niveau régional à l'ARS Normandie. Donc il me revient finalement de conclure ce webinaire. Alors tout d'abord en remerciant de nouveau l'ensemble des personnes qui ont accepté à la fois d'intervenir pour éclairer un petit peu le sujet qu'on a abordé ce matin et puis illustrer de façon très concrète un petit peu les possibilités d'agir. Donc je vais finalement reprendre quelques points que Pascal à l'instant a déjà un petit peu abordé, mais un peu sous forme de synthèse, mais très rapide. Le sujet dont on a parlé ce matin et les éléments de cadrage ont permis de voir ô combien, en fait, les liens sont extrêmement étroits entre précarité sociale, question de santé, mais aussi la question de l'aménagement et du cadre de vie. Donc c'est quelque chose qui est maintenant d'autant plus documenté et on l'a encore éclairé ce matin. Donc c'est effectivement prendre conscience du poids du déterminant et des déterminants liés au cadre de vie dans finalement les questions de santé des populations. Et donc, ça veut dire qu'effectivement, quand on parle cadre de vie et aménagement, on dépasse très largement le champ de compétences des acteurs de la santé et donc de la responsabilité seule et unique de l'État. Et Monsieur le maire d'Arnetal l'a très bien dit, quand on pense santé, on pense débat d'abord effectivement que c'est une compétence et une responsabilité de l'État, ce qui est vrai. Mais lorsque l'on détermine et lorsque l'on examine finalement plus précisément les déterminants et donc les causes et les facteurs d'influence de l'état de santé, on voit bien que là, on dépasse clairement cette mission et que l'État, les ARS et les acteurs de la santé, notamment sur le champ de l'offre de soins, seuls ne suffisent pas à agir et que le sujet est bien à avoir une action de façon plus globale, une action effectivement entre les différents acteurs, parce que c'est une question d'équité, c'est une question de justice sociale, et que évidemment le prisme des quartiers politiques de la ville concentre en fait un ensemble de facteurs plus défavorables, mais concentre aussi finalement des opportunités et des possibilités d'agir, en tout cas une concentration en tout cas de leviers que l'on retrouve aussi plus largement sur les autres secteurs de l'aménagement, mais effectivement, ce sont des opportunités. Donc le deuxième point sur lequel je voulais insister, c'est effectivement que agir, c'est une question d'équité, de justice sociale, mais c'est notamment une question d'action locale. Et j'aime effectivement à reprendre ce qui a été dit, penser global, penser finalement un projet en examinant l'ensemble des facteurs d'influence, en associant l'ensemble des parties prenantes et tout particulièrement ceux qui sont concernés au premier chef, c'est-à-dire les habitants, pour entendre leur point de vue, pour examiner plus précisément leurs besoins, va permettre un projet qui soit au plus près et finalement le plus pertinent, le plus adapté possible. Et donc penser global et agir local va permettre effectivement d'être sur des approches et des projets qui vont être les plus efficients, les plus pertinents. Ça, c'est un point extrêmement important et les témoignages l'ont bien montré. On ne peut plus faire des projets et dessiner un avenir d'un quartier sans la parole des habitants, sans effectivement le faire avec l'ensemble des habitants. Il y a un intérêt à agir, et ça a été dit à plusieurs moments aussi, de façon plus globale, parce que ça répond à des enjeux croisés. La question du changement climatique, de l'adaptation de la ville et de ces quartiers aux enjeux et aux défis environnementaux et notamment au changement climatique,
c'est une responsabilité, il y a c'est aussi des obligations aujourd'hui de prendre en compte ces sujets-là d'aspect sur le plan réglementaire pour les collectivités, mais prendre en compte ces enjeux croisés à la fois d'environnement, de climat, mais aussi de santé, bah, ça va permettre effectivement, là encore, d'avoir des bénéfices multipliés, maximisés, lorsque l'on examine un petit peu justement les ponts et qu'on décloisonne un petit peu le point de vue dans l'approche de ces projets. On sait qu'il y a des obligations à agir sur un certain nombre de choses, et là aussi, il faut décloisonner. Il faut décloisonner absolument la prise en compte de ces sujets dans l'ensemble des politiques. Euh, et puis, peut-être un dernier point euh, pour effectivement aussi se dire que il faut se saisir de toutes les opportunités d'agir, que ce soit un projet très précis, que ce soit un projet plus d'ampleur, notamment dans le cadre des politiques de renouvellement urbain, mais on a vu que ça, effectivement, c'était un prisme sur des quartiers, ça concentrait des moyens sur des quartiers, mais au-delà de ça, et ça a été dit dans le chat, il faut se saisir des opportunités, des documents de planification et des documents d'urbanisme, puisque on est aussi dans une période où il y a tout un tas de documents qui sont à mettre à jour, et c'est aussi une manière d'inscrire dans la durée un projet, un projet d'un cadre de vie qui soit à la fois favorable à une attractivité de territoire, qui soit favorable en réponse à des besoins des habitants, en réponse à des enjeux de santé publique, de vieillissement, d'adaptation de la ville à l'évolution de la population, et puis bien sûr favorable à des enjeux et des défis environnementaux. Donc se saisir des opportunités, et ça va me permettre effectivement de vous donner en fait rendez-vous pour le prochain webinaire le 3 juillet, puisque là on a vu pourquoi. Je pense qu'on a effectivement vu l'importance d'agir urgemment en se saisissant de toutes les opportunités. Et donc, rendez-vous le 3 juillet, si je peux dire, pour être plus dans le comment, dans le plus opérationnel sur les dispositifs, qu'ils soient nationaux mais aussi régionaux, notamment dans le cadre du plan régional santé-environnement, avec de nombreux acteurs là qui sont autour des écrans, qui agissent pour être finalement sur une offre de service la plus adaptée, la plus tournée notamment vers les collectivités, mais aussi les aménageurs, pour effectivement les accompagner et faciliter l'action des uns et des autres. Voilà, en tout cas, merci de votre participation. Merci encore aux intervenants, à la qualité de leur témoignage. Et puis, je te redonne la parole, Lucie, mais en tout cas, rendez-vous est pris le 3 juillet pour poursuivre les échanges vers une façon opérationnelle de voir les choses.